Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer notre cours où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on va démarrer un nouveau paragraphe, analyse et essai. Autrement dit, quelles sont les analyses expérimentaux et quelles sont expérimentales et quels sont les essais expérimentaux, les tests qu'il faut réaliser afin de déterminer la qualité de l'eau potable. Alors, on va démarrer par un paragraphe intitulé Facteurs organoleptiques. Donc, autrement dit, c'est des choses qui ont une liaison avec la couleur de l'eau potable bien évidemment, l'odeur, le goût, qu'on va voir sur la diapositive suivante, et la turbidité, ça veut dire la présence de matière en suspension, autrement dit, de petites particules dans l'eau. Donc là, on va démarrer par la couleur, et lorsqu'on étudie la couleur, on a deux choses à différencier. La coloration qui est vraie ou réelle, et il y a la coloration qui est apparente. Donc, autrement dit, quand on dit une coloration dite vraie ou réelle, ça veut dire que c'est une couleur de l'eau. Alors, quand on dit une coloration est apparente, ça veut dire que c'est pas l'eau qui est colorée, mais c'est des particules qui existent dans l'eau qui sont colorées. Donc, on va voir un petit peu par définition. Donc, la coloration est dite vraie ou réelle quand elle est due aux substances dissoutes en solution. Donc, autrement dit, la couleur est solubilisée dans l'eau et donc là, on dit que c'est une coloration qui est réelle. Alors, cette solution-là, elle passe à travers un filtre de porosité égal à 0,45 micromètres. Donc là, un filtre de 0,45 mm, on filtre cette eau qui est colorée, l'eau gardera sa couleur. Donc là, on dit que c'est une coloration qui est réelle. Alors, la deuxième coloration, qui est la coloration qui est apparente, donc en fait, elle apparaît quand les substances en suspension y ajoutent leur propre coloration. Donc, autrement dit, c'est les particules ou les microparticules qui se trouvent dans l'eau qui donnent cette coloration. Et là, pour s'assurer comment on va faire, on peut éliminer ces particules-là par centrifugation. Alors, la centrifugation, c'est une technique bien évidemment de séparation donc qui se base sur la vitesse de rotation. Donc là, c'est une technique qui est très connue bien évidemment dans les analyses par exemple du sang par exemple. Hein, donc on sépare le culot du plasma et ainsi de suite. Donc là, on l'utilise aussi dans la chimie pour pouvoir séparer bien évidemment les matières en suspension, autrement dit les matières solides du liquide. Et donc là, ça se base bien évidemment sur la vitesse de rotation. On aura l'occasion bien évidemment de voir cet appareil au laboratoire si vous souhaitez le voir de près. Alors là, ça nous aidera, donc la centrifugation, ça nous aidera de séparer l'eau de ces substances en suspension afin d'enlever cette couleur. Il y a possibilité aussi d'utiliser un filtre. Voilà, un filtre de verre, on l'utilise pour pouvoir retenir les matières en suspension et laisser passer que l'eau. On n'a pas possibilité d'utiliser un papier filtre. Pourquoi? Parce que le colmatage peut jouer un rôle, enfin peut avoir lieu. Et la deuxième des choses, c'est que le papier peut être libéré quelques particules dans l'eau. Bien, alors comment on mesure la couleur? Donc là, la coloration d'une eau placée dans des tubes à colorimétrie est comparée avec celle d'une solution de référence de platine cobalt, soit avec des disques de verre colorés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une eau colorée et on la compare avec des solutions de coloration connues. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise généralement des solutions de référence de platine cobalt. Donc là, un mélange de platine cobalt. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente la concentration d'un tube à l'autre. Et ceci va faire augmenter la coloration de l'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous, on connaît un petit peu ces tubes contenant du platine cobalt et on connaît leur coloration. On leur donne bien évidemment des valeurs et on va les comparer avec une eau dont la coloration est inconnue. Le moment où on aura la même coloration au niveau du platine cobalt et de l'eau, on dira que cette eau est colorée et on va donner le numéro bien évidemment
du tube utilisé. Donc là, ce sont des tubes à colorimétrie, donc c'est des tubes de verre. On le remplit avec de l'eau et on compare avec une série de tubes contenant du platine cobalt. Alors ça, c'est la première méthode, mais il y a une deuxième qui est, soi-disant, rapide, en utilisant ce qu'on appelle un kit test. Kit test qui est composé d'un disque de verre coloré. Alors, ce disque de verre coloré, comment? Enfin, c'est comme un camembert, hein, qui est découpé en plusieurs portions, okay, et chaque portion, il y a une couleur. Et les couleurs, bien évidemment, augmentent. Hein, donc vous avez la coloration qui augmente de la plus petite coloration, la plus faible, jusqu'à la plus grande. Okay, et à côté, donc là, c'est un disque, bien évidemment, mis dans un petit appareil. C'est comme un appareil photo, d'ailleurs, d'une manière rigolo. Je le dis toujours aux étudiants, c'est comme les appareils que vous avez sûrement reçus quand vous étiez petit, lorsque l'un de vos grands-parents ou vos parents était à la Mecque. Hein, il vous ramène un petit appareil. Quand on l'oriente vers le ciel, vers la lumière, et on tourne, hein, on voit les images de la Mecque. Donc c'est la même chose. Or que là, le disque ne contient pas des images de la Mecque, mais ça contient des colorations. Et juste à côté, il y a l'emplacement de ce tube à colorimétrie pour pouvoir bien évidemment regarder les deux à la fois avec les deux yeux. Okay, et là, vous voyez la coloration de gauche, par exemple, c'est la coloration de votre eau, et de droite, vous avez le disque que vous pouvez tourner. Et vous le faites tourner petit à petit jusqu'à obtenir la même coloration. Ça veut dire que vous avez la coloration du disque qui correspond à la coloration de votre eau, et vous marquez bien évidemment là la valeur. Bien, donc ça c'est pour la coloration. Le deuxième facteur plutôt organoleptique, c'est l'odeur. Hein, l'odeur de l'eau, donc vous le savez bien, une eau potable ne doit pas contenir une odeur. Okay, alors là, le principe de cette analyse est de diluer l'eau à examiner, bien évidemment avec une eau qui ne contient pas d'odeur, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus d'odeur. Donc autrement dit, allez, on va prendre moitié-moitié par exemple, et par la suite, on va commencer à faire diminuer la dose de l'eau à analyser et mettre un peu plus de l'eau qu'on a utilisée pour la dilution. Okay, donc là, si vous voulez moitié-moitié, par exemple 50%, 50%, par la suite, on va dire, allez, 60% de l'eau à diluer de dilution et 40% de l'eau à analyser, 70-30, 80-20, 90-10 et peut-être 95 ou 96, 5 ou 4. Okay, alors, jusqu'à où? Jusqu'à où la dernière solution préparée, ça veut dire qui contient le très peu d'eau à analyser et beaucoup d'eau de dilution, ne présente plus d'odeur. Voilà, donc là vous avez préparé votre série, bien évidemment tout est noté, hein, et là il y a des conditions à respecter. Alors pourquoi il y a des conditions à respecter? Parce qu'en fait il nous faut un groupe de personnes qui vont nous déterminer le seuil de perception. Parce que si vous vous rappelez bien, la diapo précédente, la dernière vidéo, quand je vous ai parlé des normes, quand on parle de l'odeur, on parle d'un seuil de perception. Ça veut dire une valeur, une limite à laquelle je peux sentir cette odeur. Donc là, il nous faut un groupe de personnes qui ignorent les dilutions. Parce que, comme vous le savez bien, si je vous ai dit que cette eau est odorante, le premier tube que vous mettez à côté de votre nez, vous allez avoir le sentiment d'avoir cette odeur dans le nez. Okay, donc là, il faut qu'il y ait un groupe qui ignore les dilutions. Ça, c'est un. Alors, on ne voit quoi? On ne voit que la numérotation. Donc, ça veut dire que nous, on va numéroter. 1, 2, 3, 4. Et comment on va faire? On va numéroter d'une manière un petit peu facile. On va attribuer le 1 à la solution la moins odorée. Okay, c'est comme si on va démarrer de la solution la plus diluée jusqu'à la solution la moins diluée. Okay, et pourquoi
je l'ai proposé comme ça parce que il faut commencer par les fortes dilutions. Ça veut dire la solution qui contient le minimum d'eau analysée, ça veut dire celle qu'on est sûr et certain qu'elle ne présente pas d'odeur, bien évidemment. Alors, il faut aussi utiliser de la verrerie propre. Donc là, comme vous le savez bien, quand on utilise par exemple des béchers, des tubes à essai, et tout ce que vous voulez, si c'est pas tellement propre, donc là, il y a possibilité que ça contient ou ça garde aussi une odeur et ceci va bien évidemment perturber notre analyse. Et il faut qu'il n'y aura pas de variation de température. Donc là, il faut que le maximum de changement soit de 1 degré Celsius. Hein. Pourquoi? Parce que l'odeur peut s'accentuer, peut augmenter quand on augmente par exemple la température. C'est très connu parce que l'odeur c'est dû à des composés organiques et à des températures plus élevées, les composés organiques bien évidemment peuvent donner des odeurs. Et là, l'analyse doit être faite à 25 degrés et à 60 degrés. Donc là, c'est pour voir un petit peu est-ce que la molécule qui est dans cette odeur-là est sensible à la température. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme je venais de le dire, on va avoir une série de tubes à essai contenant une eau diluée, une eau analysée diluée. On doit les numéroter de 1 à 10 par exemple, et on va les donner à un groupe, chacun une série de tubes, et on va leur demander de sentir ces tubes et de nous dire à partir de quel numéro, à partir de quel tube à essai, ils ont commencé à sentir une odeur. Donc là, ils vont commencer par l'addition la plus faible, ils vont me dire, j'espère tous, il n'y a pas d'odeur, le deuxième, le troisième et le quatrième, et ainsi de suite. Alors, à chaque fois, il y a une personne qui va détecter l'odeur à un numéro donné, à une dilution donnée. Ok? Alors, en plus de ces conditions, on va voir un petit peu le résultat par la suite, mais en plus de ces conditions-là, ce groupe de personnes, il faut qu'il respecte pas mal de conditions. Hein. Donc là, par exemple, ces personnes-là ne doivent pas porter un parfum, par exemple. Parce que s'ils portent des parfums, ils vont déjà avoir une odeur, soi-disant, fixée dans les narines, et donc par conséquent, ils ne peuvent pas détecter l'odeur connue, l'odeur plutôt recherchée de l'eau. Il ne faut pas qu'ils soient des fumeurs, par exemple. Il ne faut pas qu'ils soient des consommateurs d'alcool. Il ne faut pas qu'ils soient malades, par exemple, un rhume ou autre. Okay? Donc là, il faut qu'ils auront des capacités olfactives bonnes, ou saines si vous voulez. Alors maintenant les résultats. Les résultats ils sont exprimés en nombre représentant la valeur du seuil de perception de l'odeur. Donc là, c'est des valeurs de seuil de perception de l'odeur. Comment on va avoir le résultat de chaque? Alors on va prendre un exemple rapide. Alors si je prends par exemple 50 millilitres d'eau à analyser, diluée dans 240 millilitres. Donc, autrement dit, le total, c'est 290. Alors, la valeur du seuil de perception est 240 sur 50, égale 4,8. Donc là, par exemple, une personne qui détecte l'odeur à ce type, dans ce tube-là, c'est-à-dire dans lequel on a fait une dilution de 50 millilitres dans 240 millilitres, son seuil de perception, c'est 4,8. Comme on a fait, on a divisé 240 sur 50. Alors ça, c'est pour une personne. Alors maintenant, pour le groupe qui est constitué de 5, 6 ou plus de personnes. Alors pour les différents opérateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont réalisé le test, on prend ce qu'on appelle la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, par exemple, là, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, le seuil de perception égale la racine cinquième, c'est le nombre de personnes, de 4 pour le premier, fois 8 pour le deuxième, fois 1,5 pour le troisième, fois 10 pour le quatrième, fois 2 pour le cinquième, et on aura la valeur finale, le seuil de perception, soi-disant moyen. C'est une moyenne géométrique, 3,94. Alors, deux remarques
ici, veuillez un petit peu voir les valeurs. Hein. Il y a une grande différence. Là, par exemple, il y a un qui peut sentir l'odeur à des concentrations très faibles, ça veut dire l'eau très diluée, 1,5. Et il y a une personne qui peut y aller à 8 ou même à 10. Là, une dilution de 10. Hein. Donc, les différences de sensibilité à l'odeur diffèrent évidemment d'une personne à l'autre. C'est pour cela qu'on fait appel à un groupe de plusieurs personnes. Hein. Ici, je vous ai donné l'exemple de 5, on peut prendre par exemple 10, c'est mieux. Okay. La deuxième des choses, ici par exemple, pour cet exemple, 3,94, cette eau n'est pas bonne à la consommation. Hein, parce que le seuil de perception ne doit pas dépasser 3, hein, comme on venait de le voir sur la diapo du Nord, c'est-à-dire la page 81-63. Donc, deuxième facteur, c'est fait. Troisième facteur maintenant, c'est le goût. Le goût, donc là, c'est lorsqu'on met bien évidemment l'eau dans la bouche. Hein. Quel est le goût que nous avons? Donc là, le goût peut être défini comme l'ensemble des sensations gustatives, c'est-à-dire le goût, olfactive, ça veut dire là, quand on mange quelque chose et on veut le goûter, généralement, on respire par le nez et on a cette manière, si vous voulez, de détecter le goût. Hein, parce que quand on parle de goût, si on a des problèmes olfactifs, ça veut dire au niveau du nez, on ne pourra pas déterminer le goût d'une manière très sensible. D'ailleurs, vous le connaissez quand vous êtes malade, quand vous avez un rhume, vous perdez un petit peu votre sensation de goût. Hein. Vous n'avez pas le goût de votre alimentation que vous connaissez déjà. Donc là, j'ai dit c'est l'ensemble de sensations gustatives, donc par la langue, olfactive, par le nez, et de la sensibilité, ou plutôt de sensibilité chimique, commune, perçue lorsque l'eau est dans la bouche. Donc là, qu'est-ce que je veux dire par la sensibilité chimique? C'est est-ce que c'est acide, est-ce que c'est piquant, et ainsi de suite. Donc là, ça a un lien avec le goût. Alors voilà, donc on va donner une eau bien évidemment qui a été diluée, comme le test précédent. Donc là, une eau fortement diluée au début pour ne pas bien évidemment perturber les récepteurs, si vous voulez, du goût dans la langue. Et on va démarrer par la plus petite, ou plutôt la plus grande dilution, ça veut dire là où il y a très peu d'eau analysée, beaucoup d'eau de dilution. Et on va demander à la personne de mettre cette eau dans la bouche, de sentir est-ce qu'il y a un goût, de cracher et de reprendre le deuxième tube, le cracher, le troisième, et ainsi de suite. Alors, pour, bien évidemment, pour plusieurs personnes. Alors, le seuil d'apparition du goût correspond à la limite de perception de ce goût. Le seuil, comment on le détermine? C'est V1 plus V2 sur V1. Okay? V1, c'est quoi? C'est le volume en millilitres d'eau testée, ça veut dire l'eau à analyser. Okay? Et le volume V2, c'est l'eau de référence qui est son goût, qui est utilisée pour la dilution. Donc là, c'est l'eau que nous avons utilisée pour diluer. Bien évidemment, l'eau qu'on utilise pour la dilution, on fait le nécessaire pour que ça contienne bien évidemment pas de goût, afin de ne pas perturber l'étude. Donc là, c'est la méthode de calcul du seuil de perception par personne. Et à la fin, on fera une moyenne normale. Bien, donc ça c'est pour le goût. Maintenant, dernier paramètre des facteurs organoleptiques, c'est la turbidité. La turbidité, ça veut dire la présence dans le milieu de matière en suspension, qu'on symbolise par l'abréviation MES, matière en suspension. Alors, qu'est-ce que c'est que les matières en suspension? C'est les particules, ou des microparticules qui peuvent exister dans l'eau. Alors, c'est des matières en suspension finement divisées, telles que les argiles, du sol par exemple, de la silice, du sable, des hydroxydes, des composés chimiques, bien évidemment, qui peuvent exister dans l'eau. Alors la mesure est réalisée soit par un turbidimètre, donc ça c'est un appareil de mesure de la turbidité, alors, qui se base sur un effet qu'on appelle l'effet Tyndall, ou un opacimètre. Alors les deux appareils
utilise quoi? Il utilise un faisceau lumineux. Ça veut dire, vous mettez votre eau analysée dans un tube, vous la mettez à l'intérieur d'une chambre de l'appareil, vous fermez une porte afin d'avoir l'obscurité dans le milieu d'analyse, et il y a un faisceau lumineux qui passe à travers l'échantillon. La différence entre les deux, les turbidimètres, ils utilisent ce qu'on appelle un effet Tyndall. L'effet Tyndall, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, lorsque le faisceau lumineux va passer à travers l'échantillon, on va, au niveau de l'appareil, on va compter, si vous voulez, ou examiner les particules qui se trouvent dans cette eau qui vont devenir en fait brillantes. Pourquoi? Parce qu'ils sont éclaircis par la lumière qui passe à travers cet échantillon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Tyndall. Alors là, l'opacimètre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va mesurer l'intensité de lumière reçue de l'autre côté. C'est comme si on va envoyer soi-disant 100% une lumière, et on va recevoir par exemple 80%. Donc là, on a perdu 20%. Donc là, l'opacimètre va nous déterminer qu'il y a disons la perte d'un cinquième, de 100 à 80, on a perdu 20%, le cinquième. Donc là, on a perdu le cinquième, et donc là, il va nous donner une valeur, bien évidemment, de la turbidité. Alors, le turbidimètre, les deux appareils ne peuvent pas être utilisés les deux à la fois pour la même analyse. Pourquoi? Parce que le turbidimètre est utilisé spécifiquement pour la mesure des faibles turbidités. Faible turbidité, ça veut dire des eaux de consommation, par exemple, des eaux de boisson, et les eaux, bien évidemment, dans la nature, par exemple, les eaux de rivière, les eaux de barrage ou autres. Pourquoi? Parce que la turbidité est faible. Alors, l'opacimétrie ou l'opacimètre, comme appareil, est appliqué aux eaux de forte turbidité. Et là, c'est spécifiquement les eaux résiduaires. Comme vous le savez bien, les eaux résiduaires, autrement dit, c'est les eaux usées. Les eaux usées, comme vous le savez bien, ils ont une coloration généralement grise ou noire. Et donc, par conséquent, un turbidimètre aura du mal à déterminer la valeur facilement. Donc là, c'est pour cela qu'on fait appel à l'opacimètre. Et là, vous faites maintenant la comparaison entre l'effet entre les deux. Donc là, quand je parle d'une eau naturelle, d'une eau de boisson, donc là, c'est très peu de matière en suspension. Ça va donner une certaine fluorescence en présence de la lumière. Et là, on peut déterminer le nombre, soi-disant, et on donne la valeur. Par contre, l'opacimétrie, c'est autre chose. C'est lorsque vous avez des fortes turbidités, ça veut dire à quel point cette eau peut peut bien évidemment cacher la lumière et ne laissera pas passer la lumière de l'autre côté. Donc là, le milieu va devenir opaque. Opaque, ça veut dire pas éclairé, soi-disant. Alors, quel que soit le principe utilisé, ça veut dire la turbidimétrie ou l'opacimétrie, l'appareil nécessite un étalonnage. Alors, un étalonnage, qu'est-ce que c'est? Un étalonnage, c'est un petit réglage de l'appareil afin qu'on s'assure qu'il nous donne des bonnes mesures. Des bonnes mesures. L'étalonnage, il se fait pour pas mal d'appareils. C'est comme une balance. C'est comme une balance. On va mettre des poids connus et voir est-ce que la valeur affichée est la même. Par exemple, je mets 100 grammes, je regarde est-ce que j'ai 100 grammes affichés sur l'écran, 200 grammes la même chose, 300 grammes et ainsi de suite. Et au niveau des appareils, il y a toujours un moyen de corriger la valeur affichée. Pourquoi? C'est pour en fait avoir la valeur affichée qui est égale à la valeur du poids, par exemple, du poidd que nous avons utilisé dans cet essai. Okay. Alors, pour les appareils maintenant, de turbidimétrie ou d'opacimétrie ou d'autres choses, la pH-métrie, vous avez aussi la conductimétrie, ainsi de suite, tous ces appareils nécessitent un étalonnage. Comment on fait? Nous avons toujours avec les appareils des solutions, par exemple pour le turbidimètre, des solutions dont la turbidité est connue, c'est affiché sur le flacon. Okay.
Donc là, on vous dit, par exemple, ce flacon-là, il a la turbidité de 100 NTU. NTU, c'est une des unités de la turbidité qu'on va voir dans quelques instants. Le deuxième, c'est 200 par exemple, le troisième, c'est 500, 1000 et ainsi de suite. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce tube-là, il faut le mettre dans l'appareil et mesurer. C'est comme si on veut faire une analyse. Si on a la valeur affichée qui correspond à la valeur écrite sur le tube, on dit que l'appareil est étalonné. Ça veut dire qu'il est réglé. Alors là, on va faire la série. 1 et 2 et 3 et 4. Généralement, c'est entre 4 et 6 pour réaliser un bon étalonnage. Si ce n'est pas bon, on va démarrer ce qu'on appelle un calibrage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le démarrer. L'appareil va nous demander d'introduire, par exemple, le tube contenant 100 NTU. Dès que c'est fini, ça veut dire qu'il va régler la valeur et va nous demander d'introduire le deuxième, par exemple de 500. Et le troisième, 2000, et ainsi de suite. À la fin, il va nous demander de valider le calibrage. Et là, l'appareil va être bien étalonné. Voilà, vous avez une idée sur l'étalonnage qui est une technique très importante pour tout ce qui est analyse et essai. Donc là, comme je l'ai dit, la pH-métrie, la conductimétrie, la turbidimétrie, l'opaciométrie, pas mal d'analyses qui nécessitent bien évidemment un réglage de l'appareil. Je l'ai dit comme ça, réglage, donc c'est étalonnage. Alors, l'unité dépend du type d'étalon utilisé. Donc là, les étalons qu'on doit utiliser, on a plusieurs pour la turbidimétrie. Vous avez des gouttes de mastic, vous avez par exemple des milligrammes de silice, vous avez la GTU, le Jackson turbidité unit, donc unité de turbidité Jackson. Néphélométrique, c'est la plus utilisée, c'est l'unité de turbidité néphélométrique. FTU, c'est l'unité de turbidité formazine. Formazine, c'est la même solution utilisée aussi en néphélométrie pour déterminer les valeurs de turbidité. Bien. Alors, ça, c'était le premier paragraphe concernant les facteurs organoleptiques. Maintenant, le deuxième paragraphe, la température. C'est une analyse à réaliser afin de déterminer, bien évidemment, la qualité d'une eau. Alors, de nombreuses propriétés de l'eau, vous le savez bien, physiques et chimiques, sont affectées par la température. Par exemple, la solubilité des gaz. Là, vous le savez bien, plus que la température augmente dans l'eau, plus qu'il y a moins de gaz dedans. La tension de vapeur, la conductivité, le pH, les vitesses des réactions chimiques, on en a vu un petit peu en cinétique chimique, qu'avec l'augmentation de la température, les réactions s'accélèrent. Donc là, il faut avoir une idée sur la température. Alors, la méthode, c'est l'utilisation d'un thermomètre, comme vous le savez bien, comme vous le connaissez bien, un thermomètre, ou d'un capteur sonde. Alors, capteur sonde, c'est quoi? C'est une électrode, soi-disant, constituée d'une pièce métallique avec un fil plus long qu'on peut jeter, par exemple, dans une rivière, dans un barrage, et ainsi de suite. Et vous avez le boîtier que vous gardez dans la main pour mesurer la température. Alors, la température est prise chaque jour pour l'eau brute et l'eau traitée. Donc là, dans une station de traitement de l'eau potable, la température est prise tous les jours et elle est prise pour l'eau brute et l'eau traitée. Ça veut dire l'eau à l'entrée et l'eau à la sortie, afin de voir un petit peu les variations possibles de la température et d'avoir cette valeur notée afin que s'il y a un problème quelque part, on a besoin de savoir la température à laquelle la température de l'eau, afin de pouvoir bien évidemment trancher, est-ce que c'est une réaction chimique, est-ce que c'est pour déterminer ce qui s'est passé dans l'eau pour détecter ou déceler ce problème. Troisièmement, le pH, le potentiel à hydrogène. Donc là, le potentiel à hydrogène conditionne un grand nombre d'équilibres chimiques, la formation, l'altération et dissolution du minéraux. Donc là, c'est simple. Vous avez la variation de pH, vous avez
pas mal de réactions, telles que la formation de minéraux, telles que l'altération ou la dissolution, c'est-à-dire la cassure ou des liaisons, la dissolution de ces minéraux dans l'eau. Okay? Donc là, c'est très important de connaître le pH aussi de l'eau. Alors le pH conditionne aussi les équilibres ioniques dans l'eau. Donc là, les équilibres ioniques, autrement dit, pas mal de composés changent de forme à des valeurs de pH variables. Par exemple, là, les CO3 de moins plus les H3O+, donc là en présence de H3O+, ça veut dire le milieu est acide, ça donne du HCO3- plus H2O. Donc là, on a changé de forme de CO3 à HCO3. Okay? Du carbonate au bicarbonate. Le fer, le Fe3+, plus le 3 OH-, ça donne de l'hydroxyde de fer. Donc là, si vous avez un milieu basique, il y a beaucoup de OH- que de H3O+, s'il y a présence du fer dans le milieu, ça donnera des hydroxydes de fer. Alors, la méthode, c'est l'utilisation d'un pH mètre. Le pH mètre, bien évidemment, est plus précis que le papier pH ou les indicateurs colorés. Donc là, il y a possibilité d'avoir une idée du pH par le papier pH ou par les indicateurs colorés, mais c'est pas bon, hein, surtout pour l'analyse de l'eau. Pourquoi? Parce que quand on parle de papier pH, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une idée, c'est plutôt qualitatif et pas quantitatif, cette analyse. Hein. Quand on dit quantitatif, ça veut dire que ça nous donne une valeur. Quand on dit qualitatif, ça nous donne une idée. Hein. Donc par exemple, quand on utilise un papier pH, on aura on prend un bout de papier, on le plonge dans l'eau et on le compare avec le disque, hein, de la boîte de papier pH. Donc là, on aura une valeur, ou plutôt, des fois, on pourra avoir même une couleur entre deux valeurs. Hein. On a par exemple 7 et 8. On ne peut pas trancher. Okay? Il y a possibilité d'avoir aussi la valeur du pH par les indicateurs colorés. Donc là, comme on l'a vu auparavant, dans les titrages. Hein, les titrages. Lorsqu'on a parlé du titrage colorimétrique ou les dosages colorimétriques, on a dit qu'on utilise les indicateurs colorés. Donc là, pour ces indicateurs colorés, il y en a qui sont très connus, qui changent de couleur à une valeur de pH. Mais on n'est pas tellement bien précis. Hein. On ne pourra pas dire, par exemple, 7,1 ou 7,2, mais on va dire qu'ils changent de couleur à pH 7, ou à pH 9, ou à pH 8. Okay? Donc, ce n'est pas tellement précis. C'est pour cela qu'il faut utiliser un pH mètre. Alors, le pH est pris pour l'eau brute, ça veut dire à l'entrée de la station de traitement d'eau potable, après décantation, ça veut dire après l'étape de coagulation, floculation, décantation, et pour l'eau traitée, ça veut dire à la fin de la chaîne de traitement, ça veut dire après la désinfection. Et la correction, bien évidemment, de pH. C'est vers la fin. Et on va voir pourquoi, parce que l'eau brute, donc c'est ce qu'on reçoit de la nature, okay? Que ce soit une eau de barrage, ou une eau de rivière, une eau souterraine, tout ce que vous voulez. Après décantation, pourquoi on mesure la valeur du pH? C'est parce que on utilise dans l'étape de coagulation, floculation des réactifs chimiques. On utilise un coagulant et on utilise un floculant. Et généralement, les coagulants et floculants utilisés baissent le pH. Ça veut dire le pH va diminuer, donc là, ça va rendre le milieu acide. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit remesurer encore une fois le pH de l'eau traitée, ça veut dire à la fin. Pourquoi encore une fois à la fin? C'est parce que on doit encore une fois utiliser un autre produit qui peut changer la valeur du pH, qui est le désinfectant. C'est par exemple le chlore. On va le voir dans la suite de ce cours. Il y a une forme de chlore qui peut augmenter, ou plutôt qui peut diminuer le pH. Il y a une autre forme qui peut augmenter le pH. Donc là, il faut remesurer le pH après. Et c'est pour cette raison-là que nous avons programmé dans les étapes de traitement d'eau potable la correction de pH, ça veut dire l'ajout de la matière alcaline. Sur la figure où je vous ai représenté un petit peu un schéma de la station de traitement d'eau potable, qu'on l'a mis à la fin, ça veut dire après la désinfection, ça veut dire après l'effet de variation de pH
du désinfectant. Donc là, je reprends, l'eau brute c'est naturel, très bien. Pardon, on a la valeur de pH. Après décantation, pourquoi? C'est pour voir l'effet des réactifs chimiques utilisés en coagulation et en flocculation. Donc là, on vérifie quel est l'effet afin de pouvoir programmer bien évidemment une correction de pH. Et pour l'eau traitée, c'est après désinfection, on doit bien évidemment revérifier afin de pouvoir choisir la meilleure dose pour l'ajout de matière alcaline dans l'eau. Matière alcaline, qu'est-ce que c'est? Matière alcaline, c'est une eau, soi-disant, comme son nom l'indique, et de pH basique. Ça veut dire que c'est des matières basiques. Alors, généralement, on utilise quoi? On utilise ce qu'on appelle le lait de chaux. Chaux, c'est H-A-U-D, c'est H-A-U-D, la chaux. La chaux, en arabe, c'est le gir. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle le lait de chaux. Le lait de chaux, ça veut dire on va prendre la chaux, on va la mettre dans l'eau, on passera d'une chaux vive, parce que ça va dégager une température, une réaction exothermique, ça je crois que vous connaissez, et à un certain moment, la solution va se refroidir, on appelle sa solution le lait de chaux, parce que la chaux maintenant est devenue une chaux morte, hein, ça dégage plus une température bien évidemment dans le milieu. Et on va filtrer cette solution-là, la solution obtenue, ce qu'on appelle le lait de chaux, on le rajoute dans l'eau potable par dose, hein, quelques millilitres par mètre cube d'eau, afin de pouvoir corriger le pH, afin de le ramener à des valeurs de pH qui respectent les normes. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue et trop volumineuse lors du téléchargement. Donc je m'arrête là et je continue dans une autre vidéo, la suite de ce cours.